Alors, bienvenue à cette séance, à ces séances qui comportent des séances extraordinaires et les séances ordinaires. Alors, nous allons commencer avec la séance extraordinaire du Conseil municipal du 14 décembre concernant le budget. Avant de débuter la séance extraordinaire, je vais prendre les présences des conseillers et conseillères qui sont présentement en visioconférence avec nous. Alors, lorsque je mentionnerai votre nom, merci de répondre présent. Monsieur le maire. Présent. Pour le district numéro 1, M. Pascal de Bellefeuille. Présent. District numéro 2, Mme Mélanie Matte. Présente. District numéro 3, M. François Marcoux. Présent. District numéro 4, M. Danny Stewart. Présent. District numéro 5, M. Joël Charbonneau. Présent. District numéro 6, Mme Sylvie Vaillancourt. Présente. District numéro 7, M. Pierre Labonté. Présent. District numéro 8, Mme Roxane Lacasse. Présente. Merci. Alors, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Alors, nous allons procéder. L'avis de convocation de la présente séance extraordinaire du Conseil a été signifié à tous les membres du Conseil. Elle est donc déclarée régulièrement convoquée et constituée. Nous passons à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé et résolu de l'adopter avec dispense de lecture. Point 4, c'est la première période de questions. Alors, nous ne pouvons pas prendre vos questions, évidemment. Vous pouvez toujours nous écrire. Si vous continuez à nous écouter, nous allons vous donner les informations pour nous rejoindre. Point 5, nous allons avec l'adoption du budget pour l'exercice financier 2021. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le budget de la Ville de Mont-Tremblant pour l'exercice financier 2021 au montant de 27 344 946. Point 6, adoption du programme triennal d'immobilisation. Il est proposé et résolu d'adopter le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années financières 2021, 2022 et 2023, montrant des dépenses de 38 159 621. Deuxième période de questions. Alors, les commentaires et les questions que nous allons recevoir suite à la diffusion de cette séance seront mises en ligne sur le site Internet de la Ville. Point 8, levée de la séance. Alors, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Nous allons passer à la séance extraordinaire budget d'agglomération. Alors, encore une fois, je vais reprendre les présences. Lorsque je mentionnerai votre nom, merci de répondre présent. Monsieur le maire. Votre micro est fermé. Présent, je m'excuse. C'est pas grave. Pour le district numéro 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent. Pour le district numéro 2, Mme Mélanie Matte. Présente. Pour le district numéro 3, M. François Marcoux. Présent. Pour le district numéro 4, M. Danny Stewart. Présent. Pour le district numéro 5, M. Joël Charbonneau. Présent. Pour le district numéro 6, Mme Sylvie Vaillancourt. Présente. Pour le district numéro 7, M. Pierre Labonté. Présent. District numéro 8, Mme Roxane Lacasse. Présente. Et district, pas le district, mais pour mairesse et représentante de Lac-Tremblant-Nord, Mme Kimberly Meyer. Présente. Merci. Le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Alors, l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été signifié à tous les membres du Conseil d'agglomération. La séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée et constituée. Nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé et résolu de l'adopter avec dispense de lecture. Première période de questions. Point 5, c'est adoption du budget de l'exercice financier 2021. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le budget d'agglomération de la Ville au montant de 19 608 062 $. Point 6, adoption du programme triennal d'immobilisation. Il est proposé et résolu d'adopter le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années financières 2021, 2022 et 2023,
montrant des dépenses de 2 609 429 $. Point 7, deuxième période de questions. Alors, encore une fois, les questions et commentaires reçus seront diffusés sur le site Internet de la Ville. Nous allons procéder à la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Nous poursuivons avec la séance ordinaire du Conseil d'agglomération. Alors, Monsieur le maire, je vais vous laisser la parole pour quelques annonces. Merci, Claudine. Juste pour dire un petit mot sur notre super belle place publique. Vous savez, le 24 novembre dernier, on a inauguré, les élus puis le comité qui avait été mis en place pour l'espace public, à une inauguration virtuelle, si on veut, de notre belle place publique. Puis c'est important de le dire, ça va être sur notre plateforme, évidemment. On aurait aimé partager ce moment avec nos citoyens, mais vous comprendrez que présentement, c'est impossible. L'été prochain, bien, on espère faire une vraie inauguration, évidemment, si les conditions nous le permettent. Puis d'ici là, bien, je pense que tout le monde a passé. Vous avez vu l'anneau de glace, c'est super beau, ça va être mis en place. Vous allez pouvoir en profiter bientôt et patiner. Malheureusement, pour cet hiver, le feu de foyer ne marchera pas. Tout ça pour éviter les rassemblements pendant la pandémie. Fait que c'était une décision qui a été prise par le Conseil, puis je pense que c'est sage présentement. J'aimerais juste dire un petit mot, c'est le Jardin Céleste de l'espace public. On reçoit une tonne de commentaires positifs. Les enfants s'émerveillent, les adultes aussi. J'ai reçu des cartes de Noël qui me parlaient de ça, puis qui disaient que c'était assez beau. Puis souvent, nous autres, les gens, on essaie d'éviter la lumière, puis de contourner le village. Bien là, je me suis surpris moi-même à avoir hâte d'arriver, puis j'espère que m'arriver sur la rouge à l'intersection pour regarder les changements qui se font. Fait que, puis je voulais juste dire, puis c'est super beau, puis félicitations à notre département de loisirs et culture qui a eu la belle idée. Puis je veux vous dire qu'ils les Jardins Célestes vont nous quitter le 22 janvier. Fait qu'allez en profiter et aller les voir, c'est merveilleux. C'est merveilleux, on est content de notre espace public, c'est une grande réussite. Merci, on peut continuer. Merci. Alors, avant de débuter la séance, je vais encore reprendre les présences. Alors, si vous voulez ouvrir vos micros. Alors, lorsque je mentionnais votre nom, merci de répondre présent. Monsieur le maire. Présent. Pour le district numéro 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent. Pour le district numéro 2, Madame Mélanie Matt. Présent. District numéro 3, Monsieur François Marcoux. Présent. District numéro 4, Monsieur Danny Stewart. Présent. District numéro 5, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. District numéro 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. District numéro 7, Monsieur Pierre Labonté. Présent. District numéro 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Et mairesse et représentante de Lac-Tremblant-Nord, Madame Kimberly Meyer. Présente. Alors, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé et résolu de l'adopter avec dispense de lecture. Nous passons à la première période de questions. Encore une fois, nous ne pouvons pas prendre vos questions et commentaires pour l'instant. Point 3, procès-verbal. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 novembre 2020 en modifiant la résolution CA 20-11-214 afin de prolonger l'embauche temporaire de M. Normand Brunet, non pas du 2 novembre 2020 au 2 novembre, excusez-moi, au 20 novembre, voilà, mais du 9 au 27 novembre. Règlement, point 4, 4.1. Alors, c'est un avis de motion, c'est le règlement 2020-A70 établissant le taux de taxe pour l'année 2021, dont l'objet de ce règlement est inclus dans son titre et pour lequel nous procédons à son avis de motion et au dépôt du projet de l'adoption du règlement se fera à la séance du mois de janvier. Alors, j'aurai besoin de quelqu'un pour déposer et donner l'avis de motion. Danny donne l'avis de motion. Merci. Point 5, administration, 5.1. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la compétence de la délégation depuis la dernière séance ordinaire. 5.2, déclaration des intérêts pécuniaires. Le Conseil prend acte du dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires par les membres du Conseil, dont la proclamation a lieu le 10 novembre 2017.
5.3, c'est une autorisation générale de signature. Alors, il s'agit de mettre à jour une résolution datant de 2006 et qui autorise de façon générale la signature de divers documents. Il est proposé et résolu qu'à compter du 1er janvier 2021, le maire ou à défaut le maire suppléant, conjointement avec soit la directrice des affaires juridiques ou soit la greffière, soit autorisé à signer tous les contrats pour donner effet à une résolution adoptée par l'un ou l'autre des conseils, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention à chacune des résolutions. 5.4, c'est une nomination d'un substitut. Alors, il est proposé et résolu d'entériner la nomination de Mme Christine Dugas à titre d'assistante greffière substitut au greffier et au greffier adjoint, aux seules fins d'assister aux séances du Conseil et de dresser le procès-verbal en cas d'incapacité d'agir de ces derniers. 5.5, c'est un contrat de licence et d'abonnement à Edilex qui a développé un système automatisé de rédaction d'appels d'offres et de contrats qui offre un ensemble d'outils et un encadrement juridique solide. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser la signature du contrat de licence et d'abonnement au montant de 15 566,47 $ pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 5.6, c'est un renouvellement de mandat. Il est proposé et résolu d'autoriser le renouvellement du mandat de Mme Brigitte Simard en tant que fiduciaire de la fiducie du domaine Saint-Bernard pour une période de 2 ans, soit du 14 décembre 2020 au 14 décembre 2022. 5.7, alors c'est une autre mise à jour de résolution adoptée cette fois-ci en 2017 afin de tenir compte de changements organisationnels. Alors, il est proposé et résolu que la directrice générale, le directeur général adjoint, la directrice des affaires juridiques et la greffière représentent l'agglomération de Mont-Tremblant lors de tenues de mode de règlement de différends et de les autoriser individuellement à poser tout acte nécessaire et à signer tout document, le tout conformément aux instructions reçues du Conseil d'agglomération. Point 6, ressources humaines. 6.1, dépôt de la liste des personnes engagées. Madame la greffière, Oui, juste noter mon retrait du 6.1. Merci. merci, c'est noté. Alors, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées depuis la dernière séance du Conseil. C'est M. Julien Raymond qui sera engagé à titre de journalier chauffeur opérateur, soit un poste temporaire, à compter du 23 novembre, et ça pour 23 semaines. De plus, nous avons à partir du 9 décembre, à titre de pompier, M. Sylvain Boutet qui occupera un poste régulier et M. Dylan Adette pour un poste temporaire de 22 semaines. 6.2, c'est une prolongation d'un préposé à la désinfection. Il est proposé et résolu d'entériner la décision du service des ressources humaines de prolonger l'embauche de M. Benoît Aymon à titre de préposé à la désinfection à compter du 16 novembre 2020 et ce jusqu'au retour à son poste saisonnier. 6.3, c'est une restructuration au service du greffe et nomination. Alors, considérant la nécessité pour la Ville de créer un poste dédié aux affaires juridiques et le départ à la retraite de la greffière actuelle en 2021, il est proposé et résolu de créer le poste de directrice des affaires juridiques et de modifier l'organigramme de la Ville en conséquence et d'autoriser la signature des contrats de travail à intervenir suite aux nominations à compter du 1er janvier 2021 de Mme Louise Boivin au poste de directrice des affaires juridiques. Mme Boivin, Maître Boivin occupera aussi la fonction de greffière adjointe jusqu'à ce que ce poste soit pourvu d'un titulaire et de nommer Mme Claudine Fréchette au poste de greffière. Oui? Oui, bien, je voulais en profiter pour féliciter les deux candidates, dont vous, évidemment, Mme Boivin, puis dont vous, Mme Fréchette, d'avoir accepté le poste. On est très contents. Juste expliquer aux gens que un petit peu le tumulte de remplacement puis de nomination, de signature qu'il y a eu dans 5.2 et 5.2 et 5.3. Oui. Ouais, ben, c'était parce qu'à un moment donné, vu que Marie va nous quitter, puis en même temps, remercier Marie ces belles années, on n'était pas pressé capable, mais là, ça va se faire sous peu, fait qu'il fallait modifier un paquet de choses.
toutes ces résolutions-là découlent du départ de Marie puis des nominations qu'on vient d'accepter. Fait que félicitations à vous deux, puis c'est sûr que vous faisiez déjà du bon travail, qu'on va continuer à faire du bon travail. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. 6.4, augmentation salariale du personnel cadre. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser que le pourcentage de l'ajustement de la structure salariale, excluant les cadres policiers et les hors-cadres, soit fixé à 2,5 % pour l'année 2021. 6.5, considérant la volonté du Conseil municipal et la Direction générale d'assurer une équité salariale interne et externe entre les différents groupes d'employés, il est proposé et résolu d'autoriser la signature des contrats de travail amendés de la directrice générale et du directeur général adjoint à titre de haut dirigeant employé hors cadre. 6.6, conditions de travail du personnel cadre. Alors, en décembre 2017, une résolution a été adoptée à l'effet qu'une mise à jour des conditions générales de travail des employés cadres devait être effectuée. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser les modifications proposées par le Service des ressources humaines et la firme PCI Perrault Conseil Inc. 6.7, prolongation d'une embauche temporaire. Il est proposé et résolu d'entériner la décision du Service des ressources humaines de prolonger l'embauche temporaire de Mme Annabelle Legendre à titre de commis réceptionniste au Service des communications et relations citoyennes pour la période du 18 décembre 2020 au 26 février 2021. 6.8, c'est une autre prolongation d'embauche temporaire. Cette fois-ci, il est proposé et résolu d'entériner la décision du Service des ressources humaines de prolonger l'embauche temporaire de M. David Prévost-Labrosse à titre de préposé à l'entretien des immeubles et des équipements du 11 décembre au 23 décembre 2020. Excusez-moi. Point 7, gestion financière. 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2020 au montant de 461 855,91 $. 7.2, c'est un versement au programme Accès Logis. Alors, considérant les obligations de la Ville de contribuer à la hauteur de 10 % du coût d'application du programme de supplément de loyer, il est proposé et résolu de verser la somme de 11 250,85 $ à l'Office municipal d'habitation des Laurentides pour le programme de supplément de loyer d'Accès Logis pour l'année 2020. Point 8, urbanisme, nous n'avons aucun point. 9, travaux publics. Alors, c'est une acceptation finale des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux d'aménagement de bâtiments de service au Parc du Centenaire et de verser à Gestion BG Surintendant de Chantier Inc. la somme de 7 862,41 et que ce paiement soit effectué sous réserve de l'émission de l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.2, c'est un renouvellement de contrat. Alors, le service des travaux publics a procédé en 2019 à un appel d'offres public pour l'entretien ménager des différents édifices municipaux avec option de renouvellement. Alors, il est proposé et résolu de renouveler le contrat de l'entreprise Entretien Mana Inc. au montant de 210 822 $ pour l'entretien ménager des bâtiments municipaux pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Point 10, environnement, nous n'avons aucun sujet. Passons au point 11, culture et loisirs. Alors, 11.1, c'est un engagement d'achat de livres québécois. Alors, en juin 2019, la Ville a demandé une aide financière au ministère de la Culture et des Communications du Québec et afin de se conformer et d'optimiser l'aide financière obtenue, il est proposé et résolu de s'engager à acheter d'ici la fin de l'année des publications québécoises pour un montant de 4 425 $. 11.2, c'est un don de livres. Alors, la Ville a des albums et des romans jeunesse qui ne sont plus aux normes selon sa politique de développement des collections. Il est proposé et résolu de remettre au campus primaire de Mont-Tremblant 468 albums et romans jeunesse. 11.3, c'est un contrat. Alors, il est proposé et résolu d'octroyer à Vivaction Inc., le seul soumissionnaire et conforme, un contrat de soutien et de perception pour ses plateaux sportifs et culturels au montant de 184 320,40 $
pour les années 2021 et 2022, avec option de renouvellement pour l'année 2023, est répartie comme suit. Alors, pour l'année 2021, c'est une somme de 50 932,40 $. Pour l'année 2022, 61 834,20 $. Et pour l'année 2023, qui est l'option de renouvellement, 62 553,80 $. 11.4, c'est un renouvellement d'entente intermunicipale. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser la signature des ententes intermunicipales installation de loisirs à intervenir avec les municipalités de Brébeuf et Montcalm d'une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. Ces ententes visent à offrir à leurs résidents l'accès à la pratique libre d'activités sur le territoire de la ville et aux cours prévus dans sa programmation, aux tarifs préférentiels prévus au règlement de tarification. Bien, juste pour dire un petit mot, Claudine, de plus en plus, on va avoir des ententes de services, des ententes municipales dans différents départements. On va avoir une tantôt. Ça, c'est une entente qu'on avait prise il y a déjà 3 ans avec Brébeuf puis Montcalm pour la piscine puis différents plateaux sportifs. Fait qu'on la renouvelle pour 3 ans. Ces gens-là, bien, ils ont des taux préférentiels au même titre que nos citoyens. Fait que je pense que c'est important qu'on invite les autres municipalités à faire de même. Fait que, merci. Merci. Point 12, police. 12.1, c'est une entente intermunicipale avec la ville de Blainville. Considérant que la ville de Mont-Tremblant désire que la répartition des appels de son corps de police soit temporairement effectuée par le CSO Police, Centre secondaire d'appel d'urgence police, de la ville de Blainville, afin de pallier le manque de personnel. Considérant que les appels non urgents de jour et de soir continueront d'être traités par la répartition de Mont-Tremblant et que les répartitrices continuent d'accueillir les citoyens sur place de jour et de soir. Considérant que les transferts des appels police à CSO Police de Blainville n'entraînera aucune mise à pied et aucune suppression de poste, il est proposé et résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale à intervenir avec la ville de Blainville pour les services de traitement et de répartition des appels police au coût mensuel de 6 378,91 $. 12.2, c'est 911 Belle. Alors, jusqu'à tout récemment, les lignes 911 étaient transférées vers le service de police de la ville de Mont-Tremblant. Et vu que la ville et la municipalité de Lac-Tremblay-Nord sont maintenant desservies par la ville de Blainville pour leur appel police, il est proposé et résolu d'en informer Belle 911, et ce, depuis le 10 décembre 2020. Point 13, incendie. Alors, 13.1, c'est une entente intermunicipale. La ville et la municipalité de Brébeuf ont signé une entente intermunicipale en 2016 pour la fourniture de services de sécurité incendie qui se renouvelle automatiquement. Il y a lieu de la modifier sur entente des deux parties afin de tenir compte de la hausse des coûts. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser la conclusion d'une nouvelle entente pour une période de 5 ans et 1 mois, débutant le 1er janvier 2021. OK, ça, c'est une entente, ça fait longtemps que Brébeuf, c'est une entente, c'est une desserte d'incendie qu'on fait avec Brébeuf depuis plusieurs années, fait qu'on la renouvelle en modulant les coûts, puis tout ça, puis ça fait plus de 25 ans qu'on dessert Brébeuf, mais comme je vous disais tantôt, de plus en plus, les gens vont s'en venir vers nous pour les dessertes et ces choses-là. Merci. Merci. 13.2, c'est une entente intermunicipale, cette fois-ci d'adhésion. Alors, la municipalité de la Conception a manifesté son désir de conclure une entente avec la ville en matière de sécurité incendie. Alors, il est proposé et résolu de consentir à la conclusion d'une entente sujette aux conditions à être déterminées et acceptées par les deux parties concernées. Encore une fois, ça va être une desserte similaire à celle qu'on donne à Brébeuf. C'est une desserte d'incendie et non de délégation. Conception a manifesté le désir de s'en venir avec nous, puis dont d'autres municipalités, restez pas surpris, il y a d'autres municipalités qui nous ont approchés parce qu'ils ont une régie, mais tranquillement, la régie peut peut-être probablement avoir été, là, on entend parler depuis quelque temps, parce qu'il y a des gens qui se dissocient de la régie. Fait qu'ils nous ont approchés, vu qu'on est les plus gros intervenants en incendie à côté de chez eux, pour travailler ensemble. Fait que je pense comme Ville-Centre, on a le devoir de travailler avec nos voisins. On a tous été, je dis souvent à la blague, on a tous été à la polyvalente, donc on est tous des petits cousins, on se connaît tous. Fait que, on est en train de régler ces choses-là. Merci. Merci. 14, développement économique n'avait aucun sujet.
Point 15, les rapports non plus. Aucune correspondance. Affaires nouvelles. Nous arrivons à la période d'intervention des membres du Conseil. Madame Meyer, je crois que vous aviez une intervention. Oui, merci. Sous peu, le service de référence de 2E1 serait disponible sur le territoire de Mont-Tremblant. Disponible en ligne à 211qc.ca ou par téléphone au 211. Ce service est offert à tout citoyen ayant besoin d'une ressource sociale. Que ce soit une famille à faible revenu, un aîné, une personne handicapée, etc., le 211 est là pour vous guider vers la ressource appropriée et proche de chez vous. Merci. Merci. Monsieur Marcoux, aussi, j'ai noté une intervention de votre part. Oui, merci. Mon intervention est au sujet de Centraide Laurentide, qui est en pleine période de financement. La mission de Centraide, c'est de briser la pauvreté et l'exclusion sociale. La Ville a sa propre campagne auprès des employés et du Conseil. Et on sait que Centraide intervient auprès de plusieurs organismes sur le territoire de la Ville ainsi que dans notre région. Les enjeux sociaux sont importants et plus encore en temps de pandémie. Puis là, on vient de nous annoncer qu'on va dans la zone rouge, que l'on pense à l'insécurité alimentaire, à la santé mentale ou aux personnes seules, isolées. Si vous pouvez donner, il n'y a pas de petits dons et on peut le faire en ligne à maregioncentraide.com. maregioncentraide.com. Merci. Merci. Alors, nous passons à la deuxième période de questions. Alors, comme mentionné, les questions et commentaires reçus suite à la diffusion de cette séance seront mis en ligne sur le site Internet de la Ville. Point 20, lever la séance. Alors, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil municipal. Alors, avant de débuter, je vais prendre les présences pour une dernière fois. Alors, lorsque je mentionnais votre nom, merci de répondre présent. Merci d'ouvrir vos micros. Monsieur le maire. Présent. Pour le district numéro 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent. Pour le district numéro 2, Madame Mélanie Matt. Présente. District numéro 3, Monsieur François Marcoux. Présent. District numéro 4, Monsieur Danny Stewart. Présent. District numéro 5, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. District numéro 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. District numéro 7, Monsieur Pierre Labonté. Présent. District numéro 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Merci. Alors, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Alors, nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Première période de questions. Alors, nous ne pouvons pas prendre vos questions. Cependant, à la fin de la séance, vous pourrez nous les transférer. Vous pouvez soit utiliser le formulaire en ligne qui est disponible sur le site Internet de la Ville lorsque vous allez sur le ville de Mont-Tremblant.qc.ca dans la section Conseil. Aussi par courriel à greffe@ville-de-mont-tremblant.qc.ca ou en appelant au 819-425-8614, poste 2315. Les questions et les commentaires reçus ainsi que leurs réponses seront publiés sur le site Internet. Nous passons au point 3, les procès-verbaux. Alors, 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance tenue le 9 novembre 2020 tel que déposé. Point 4, règlement. Alors, nous sommes rendus à l'étape d'adopter des règlements d'urbanisme suivants dont les projets de règlement ont été adoptés en septembre dernier et leur avis de motion a été donné à la séance du mois de novembre. Alors, le premier 4.1, c'est le 100-32 pour lequel il n'y a eu aucune modification depuis l'adoption du projet de règlement. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2020-100-32 modifiant le règlement 2008-100, plan d'urbanisme, relativement à l'affectation touristique mixte TM. 4.2, c'est pour le règlement 102-60, pour lequel il n'y a eu aucun changement depuis l'adoption du second projet de règlement et aucune demande valide de participation à un référendum n'a été reçue dans les délais.
Alors, il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2020-100-60, modifiant le règlement 2008-102 concernant le zonage relativement à diverses dispositions. 4.3, c'est pour le règlement 103-17, pour lequel il n'y a eu aucune modification depuis l'adoption de son projet de règlement. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2020-103-17, modifiant le règlement 2008-103 concernant le lotissement relativement à diverses dispositions. 4.4, c'est pour le règlement 106-22, pour lequel il n'y a eu aucune modification aussi depuis l'adoption du projet. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2020-106-22, modifiant le règlement 2008-106 de plan d'implantation et d'intégration architecturale relativement à diverses dispositions. 4.5, alors c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-174-1 relatif à la collecte et transport et à la gestion des matières résiduelles. L'objet de ce règlement vise à ajuster la réglementation en ce qui concerne le secteur du camping La Diade. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et en faire le dépôt. Ça va être M. Joël Charbonneau. Merci. Merci. 4.6, c'est pour le règlement 2020-181. C'est un avis de motion et un dépôt du projet de règlement. Le 2020-181 établissant le taux de taxation et de tarification de certains services municipaux pour l'année 2021. L'objet de ce règlement est compris dans son titre. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le projet. Danny donne l'avis de motion. Merci. Point 5, administration. 5.1, le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance du Conseil. 5.2, c'est un dépôt. Alors, conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, je dépose un extrait du registre qui contient les déclarations de dons qui ont été faites depuis le 16 décembre 2019. 5.3, c'est une résolution de soutien à la station piscicole du lac des Écorces, car le gouvernement du Québec désire mettre fin à leur opération, ce qui aurait un impact majeur sur les pourvoiries et les adeptes de pêche, d'autant plus que les piscicultures privées produisent de moins en moins de poissons et connaissent des difficultés financières. Alors, il est proposé et résolu que la Ville donne son appui au soutien dans l'économie des régions du Québec et dans la modernisation de la station piscicole du lac des Écorces afin de maintenir et augmenter la capacité de production de poissons de provenance publique. Madame la greffière. Oui. Je tiens à dire, je me retire de la décision. Merci. Merci. 5.4, contribution financière. Il est proposé et résolu d'autoriser le versement d'une subvention à la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme au profit du Centre d'études collégiales de Mont-Tremblant au montant de 10 000 J'aimerais dire un petit mot, si possible, Madame la greffière. Oui. Juste dire aux gens, c'est la contribution qu'on faisait tous les ans quand on allait au souper de 8. Puis vous savez que cette année, avec la pandémie, les fondations continuent à œuvrer. C'est un peu plus dur. Comme on a fait avec les OBNL, puis les OSBL, puis tout ça, on a continué à donner parce que la pandémie, c'est très, très dur présentement. Puis je pense qu'on est bien content. On a donné. Puis là, comme vous voyez, le cégep prend forme. Si vous passez sur le boulevard Gervais, ça s'en vient. On est content. Puis probablement un plateau sportif en 2021. Merci. Merci. 5.5, alors c'est la résolution que nous avons eue au Conseil d'agglomération qui revient, mais cette fois-ci en ville. Alors, c'est nomination et autorisation de représenter la ville dans les modes de règlement différents. Alors, il est proposé et résolu que la directrice générale, le directeur général adjoint, la directrice des affaires juridiques et la greffière soient autorisés individuellement à représenter la ville dans la tenue de tout mode de règlement de différents, conformément aux inscriptions qu'ils auront reçues du conseil municipal. Point 6, ressources humaines. Alors, 6.1, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Le conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées depuis la dernière séance du conseil. Alors, ce mois-ci, c'est M. Nicolas Lebert pour un poste régulier d'inspecteur en bâtiment qui a commencé le 16 novembre 2020 pour occuper un poste qui était vacant.
Point 7, gestion financière. 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Alors, il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2020 au montant de 268 046,84 $. Point 8, urbanisme. 8.1, c'est le dépôt du rapport du CCU. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du rapport du Comité consultatif d'urbanisme concernant la réunion du 16 novembre 2020. 8.2, nous arrivons dans les dérogations mineures. Alors, l'avis public des demandes de dérogation mineure est paru dans le journal du 25 novembre dernier et se retrouve aussi sur le site Internet de la Ville dans la rubrique Conseil de Ville. À noter que les commentaires et questions reçus ont été résumés, mais le texte intégral est reproduit sur le site Internet de la Ville. Là, nous allons commencer avec le 8.2.1, qui est la demande numéro 213, pour la construction d'un garage isolé au 396 chemin des Marais. Considérant que suite à la recommandation de refus du CCU au mois d'octobre, la requérante a déposé une nouvelle demande. Le CCU recommande de refuser. Nous n'avons reçu aucune question, aucun commentaire. Alors, il est proposé et résolu de refuser ces dérogations mineures, compte tenu que la superficie demandée pour le garage isolé est considérable, étant plus de 3 fois la norme réglementaire, aussi que plusieurs dérogations ne peuvent être qualifiées de mineures. De plus que les membres du Conseil estiment que l'application du règlement ne cause pas de préjudice sérieux au propriétaire et que ce dernier ne l'a pas suffisamment démontré, soit une démonstration exigée par l'article 145.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et finalement que les membres du Conseil ne désirent pas créer un précédent en acceptant cette demande. Et il est proposé de suggérer à la requérante de revoir son projet afin de se conformer à la réglementation. 8.2.2, c'est pour la demande numéro 239. C'est pour une régularisation d'une remise en cours avant au 136 chemin de Chamonix. Le CCU recommande d'autoriser conditionnellement. Nous n'avons reçu aucune question ni commentaire pour cette dérogation. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure conditionnellement à ce que les conifères situés entre la remise et le chemin de Chamonix soient conservés. 8.2.3, c'est pour la demande numéro 240, qui est une augmentation de pente de chemin et la superficie d'un lot. Alors, le CCU recommande d'accepter en partie ces dérogations. Nous avons reçu un commentaire, mais nous en ferons mention à la 254 qui est en lien avec la demande 240. Là, pour la Ville, il est proposé et résolu d'accepter ces dérogations mineures conditionnellement à ce que les pentes soient conformes au règlement régissant la construction de rues et la verbalisation de rues. 8.2.4, c'est pour la demande numéro 242, conteneur de matières résiduelles en cours avant au 140 rue Régin-Balt. Le CCU recommande d'autoriser conditionnellement. Une question a été reçue, je m'excuse. Alors, j'aimerais lire la question, Madame la greffière. Oui. La question est la suivante. J'aimerais avoir une clarification sur cette demande. On sait que le camping, l'été, a besoin de plus de 10 conteneurs. Est-ce qu'avec cette demande, ils peuvent en avoir plus que 10 sans faire une autre demande de dérogation? Je vais donner la réponse. Si le camping souhaite installer plus de conteneurs que ce que la dérogation mineure autoriserait, alors oui, une nouvelle demande sera requise. Merci. Pour la Ville, il est proposé et résolu de reporter la décision de cette demande de dérogation à une séance ultérieure. 8.2.5, elle a été retirée. C'était pour la demande 248, construction d'un abri d'auto isolé au 143, chemin au pied de la pente douce. 8.2.6, la demande 251, pour la construction, agrandissement et abri d'auto au 222 chemin Bréard. Le CCU recommande d'autoriser. Nous n'avons reçu aucune question ni commentaire et pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures. 8.2.7, c'est pour la demande numéro 252 pour une enseigne au 965 rue Saint-Roch. Alors, le CCU recommande d'autoriser conditionnellement. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus.
Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures conditionnellement au dépôt d'une garantie financière au montant de 500 $. 8.2.8, c'est pour la demande 254, c'est un plan image, réduction de la distance avec un milieu humide fermé. Le CCU recommande d'autoriser cette dérogation. Nous avons reçu des questions et des commentaires. Alors, le premier commentaire, il est demandé d'autoriser l'ouverture d'une rue qui déroge du règlement de zonage par son implantation à 0,55 mètres plutôt que 10 mètres d'un milieu humide fermé, avec une note à l'effet que ce chemin existe depuis 20 ans. À mon avis, le fait que ce chemin existe depuis 20 ans ne justifie pas d'accorder cette dérogation, en plus des autres pour le même projet. Un autre dont la surface des lots sera inférieure au règlement, en plus de la construction de rues aux pentes également dérogatoires. Un chemin se déplace plus facilement qu'un milieu humide, n'est-ce pas? La conscience environnementale d'il y a 20 ans n'était pas celle d'aujourd'hui, plus réglementée pour la protection de ces zones, heureusement. La question ne devrait même pas se poser dans le cadre de la bonne volonté de la Ville de cartographier ces milieux humides en première étape afin de mieux protéger ces espaces pour toutes les bonnes raisons énoncées dans un communiqué récent du 27 novembre. Je vais répondre. Le déplacer pour respecter la norme emmènerait plus de dommages à l'environnement que de le laisser à cet endroit. Merci. Et le deuxième commentaire se lit comme suit. Sans nécessairement être défavorable aux dérogations, nous voulons former deux demandes. La première, que le sentier principal identifié au plan directeur de la Ville puisse se connecter au réseau. Il relie notre terrain à la piste multifonctionnelle. À noter que ce sentier, dans sa partie sud, a fait l'objet d'ententes avec la municipalité lorsque les sommets du Mont-Tremblant a obtenu son zonage de développement dans sa partie sud. Maintenant qu'il veut développer sa partie nord, il est important que le sentier puisse enfin se rendre jusqu'à notre lot, multi-activités non motorisées 4 saisons. Et deuxièmement, le seul lien routier avec le lot de notre voisin, et le chemin du village se fait au bout du chemin des Entailles. Il serait beaucoup plus propice de se connecter en continuant le chemin de l'Éréblière. Je vais donner la réponse. Ce sont deux bonnes suggestions. Par contre, la décision sur la contribution pour fin de parc et celle portant sur un lien routier se font lors de l'acceptation d'un plan image. Le plan image de cette propriété a été accepté en 2017. Il y avait alors été décidé de demander une contribution en argent plutôt qu'en sentier et lien routier. Et le lien routier était prévu plus au nord que ce que vous suggérez. Advenant le cas où une modification du plan image nous soit présentée, nous allons pouvoir réanalyser la situation en fonction de vos commentaires. Merci. Alors, pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. 8.3, nous passons au PIA. Alors, 8.3.1, c'est la demande 186, des constructions neuves à Guy Gérin-Lajoie. Les travaux de construction de 2 habitations trifamiliales jumelées avec remise attenante comportant 6 nouvelles unités dans le projet intégré d'habitation Aqua-Tremblant situé sur l'allée Guy Gérin-Lajoie, assujetti au PIA 17 tronçons à requalifier. Le CCU recommande d'approuver. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ce PIA. 8.3.2, c'est pour la demande 244, modification d'une galerie au 2250 chemin du village. Ce sont pour des travaux de rénovation qui consistent à remplacer la galerie en bois existante dans la cour arrière par une galerie d'une superficie de 9,29 mètres carrés au 2250 chemin du village, assujetti au PIA 5, tronçon de transition villageois, villégiature. Le CCU recommande d'approuver. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ce PIA. 8.3.3,
c'est pour la demande numéro 245, ajout d'une galerie et une porte patio au 2252 chemin du village. Ce sont pour des travaux de rénovation qui consistent au remplacement d'une fenêtre existante sur l'élévation arrière par une porte patio de couleur noire et à l'ajout d'une galerie d'une superficie de 9,29 mètres carrés. C'est assujetti au PIA 5, le tronçon de transition villageois-villégiature. Alors, le CCU recommande d'approuver. Pour la Ville, il est proposé résolu d'approuver aussi ce PIA. Merci, Claudine. C'est juste situé, Jean, au niveau du village. C'est les deux maisons en face de M. Daniel Lachance, les deux maisons de Brie. C'est là qu'ils vont faire des interventions, puis ils vont améliorer la situation. C'est juste situer les gens. Merci. Merci. 8.3.4, c'est pour la demande numéro 253. Rénovation au 1313 rue de Saint-Jovite. Alors, c'est pour des travaux de rénovation qui consistent à ajouter une fenêtre sur l'élévation latérale gauche du commerce situé au 1313 rue de Saint-Jovite, assujetti au PIA 13, corridor de commerçants structurants. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ce PIA. Encore pour situer les gens, c'est seulement qu'une fenêtre à Machinerie Saint-Jovite. Merci. Merci. 8.4, alors ce sont des nominations. Le mandat de M. Yvon Labonté arrivera à échéance le 31 décembre prochain et il a manifesté son intention de ne pas le renouveler. De plus, le poste de vice-président du comité consultatif d'urbanisme est vacant suite à la nomination de M. Claude Girard au poste de président. Alors, il est proposé et résolu de nommer Mme Ginette Riva jusqu'au 31 décembre 2022, de nommer M. Guillaume Georges comme vice-président jusqu'au 31 décembre 2021 et de remercier chaleureusement M. Yvon Labonté pour sa contribution au CCU depuis 13 ans. Bien, effectivement, Claudine, si tu me permets, je tiendrai à remercier personnellement M. Labonté pour avoir donné 13 ans au comité consultatif d'urbanisme. C'est quelque chose. Puis, on est content d'accueillir Mme Ginette Riva. Ça va être une très bonne candidate, je suis sûr, au sein du comité consultatif d'urbanisme. Bienvenue avec nous. Puis, je félicite en même temps M. Guillaume Georges pour sa vice-présidence. C'est tout. J'ai quasiment tout nommé les gens qui participent au CCU. Merci. 8.5, identification de Denim pour 2 nouvelles allées d'accès. Madame la greffière. Oui. Si vous voulez, veuillez noter mon retrait du 8.5. Merci. Il est proposé et résolu de nommer l'allée d'accès projetée afin de desservir un nouveau projet d'intégration d'habitation localisé dans le secteur villageois, de l'appeler l'allée des 2 ruisseaux, qui fait référence à la présence de 2 ruisseaux de montagne qui seront traversés par cette nouvelle allée d'accès. Et aussi de nommer l'allée d'accès projetée dans le secteur Bois-Châtel sur le golfe Lemaître, l'allée des Hauts-Bois, qui fait référence à l'histoire du secteur en lien avec la coupe de bois. 8.6. Alors, c'est une demande pour les apôtres de l'amour infini. Alors, considérant la demande des apôtres de l'amour infini pour que soient reconnus les 2 croisements véhiculaires aménagés sur le parc linéaire Le Petit Train du Nord devant leur propriété et considérant que ces croisements doivent être autorisés par le ministère des Transports, il est proposé et résolu d'appuyer les demandes d'autorisation. 8.7, c'est une modification de servitude. La compagnie En Bois Inc. doit déplacer les sentiers existants passant sur sa propriété dans le cadre de son projet de développement et sur lesquels la Ville possède des servitudes. Il est proposé et résolu d'accepter le déplacement des servitudes et que tous les frais relatifs au déplacement soient assumés par le promoteur. 8.8, c'est une demande de modification à la réglementation d'urbanisme. Les propriétaires du 118 chemin de Kandahar, les unités 227 et 229, ont déposé une demande de modification à la réglementation d'urbanisme afin d'installer une porte entre les 2 unités de logement. Considérant que cette demande de modification aura des conséquences sur le reste du territoire et qu'il n'est pas souhaitable de l'autoriser, il est proposé et résolu de refuser cette demande. Madame la greffière, j'aimerais donner un peu d'explication sur cette demande-là.
D'abord, la Ville est d'accord avec la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. C'est important de noter que cette demande vise une disposition du règlement de construction par rapport à un bâtiment d'habitation et de villégiature. Et cette disposition stipule que toute ouverture, une porte qui permet de passer d'un logement à un autre par l'intérieur est interdite. Et dans ce cas-ci, il s'agit d'une norme du règlement de construction. Contrairement à un règlement de zonage, il doit être appliqué à la grandeur de notre territoire, à l'ensemble du territoire. Alors, puis en plus, cette disposition-là s'harmonise avec celle de la municipalité régionale de comté, la MRC. On ne doute pas de la bonne foi du requérant, mais le Conseil n'est pas disposé à changer le règlement de construction. Merci. Merci. 8.9, c'est une autre demande de modification à la réglementation d'urbanisme, mais cette fois-ci, ce sont les propriétaires des 510, 512, 515, 516 et 518 chemins des Boisés qui ont déposé une demande afin d'autoriser la résidence de tourisme. Alors, considérant qu'actuellement, il est permis de faire de la résidence de tourisme à plusieurs endroits sur le territoire, il est proposé et résolu de refuser la demande. 8.10, c'est une autre demande de modification. Alors, c'est la compagnie Canajuc Inc. qui a déposé une demande afin d'autoriser la résidence de tourisme au 2232 chemin du village, considérant qu'un des objectifs du plan particulier d'urbanisme du secteur du village est d'encourager l'apport et le maintien d'une population permanente et que la résidence de tourisme est à l'encontre de cet objectif important, il est proposé et résolu de refuser la demande. Point 9, travaux publics. Préservation 9.1, préservation Lac-Tremblant-Nord, c'est l'amendement à l'entente 2019-2021. Il est proposé et résolu de modifier l'entente 2019-2021 intervenue avec PLTN sur les termes, conditions et modalités prévus au document d'amendement numéro 2, touchant notamment les embarcations à ballast. Il est proposé et résolu que la présente résolution soit conditionnelle à l'adoption d'une résolution par PLTN visant à autoriser la signature de l'amendement et de s'engager à respecter les dispositions qui y sont incluses. Juste un petit mot là-dessus, il n'y a rien d'inquiétant. C'est juste un changement que PLTN vient de faire au niveau des bateaux à ballast. Et nous autres, on s'arrime avec leur réglementation. C'est juste ça. Merci. Merci. 9.2, c'est une acceptation provisoire des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation provisoire des travaux de pavage conventionnel 2020 et à la libération de la retenue contractuelle au montant de 58 786,80 à laquelle une retenue contractuelle résiduelle de 5 % a été appliquée et sera remboursée lors de l'application finale des travaux. Que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur de quittance finale habituelle. 9.3, décompte final et acceptation provisoire de travaux. Alors, il est proposé et résolu d'approuver le décompte final du contrat de réfection du barrage du lac Bobby réalisé par la compagnie numéro 92 67 73 68 Québec Inc. au montant total de 216 060,46 $ et de procéder à son paiement auquel une retenue de 5 % est appliquée. Aussi de procéder à l'acceptation provisoire des travaux de réfection du barrage du lac Bobby, incluant la retenue contractuelle finale au montant de 11 371,60 $ à laquelle une retenue contractuelle résiduelle de 5 % sera remboursée lors de l'acceptation finale des travaux et que le paiement de la retenue soit effectué sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.4, c'est une autre acceptation provisoire des travaux. Alors, il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation provisoire des travaux de prolongement de la rue Cadieux pour la desserte du futur centre collégial permanent effectué par Normec Construction Inc. et à la libération de la retenue contractuelle au montant de 12 337 à laquelle une retenue contractuelle résiduelle de 5 % a été appliquée et que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.5, travaux supplémentaires et acceptation provisoire des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation et au paiement des travaux supplémentaires pour un montant total de 16 517,40 $ ainsi qu'à l'acceptation provisoire des travaux d'aménagement de l'espace public effectués par Interchantier Inc.
et à la libération de la retenue contractuelle au montant de 97 898,35 à laquelle une retenue contractuelle résiduelle de 5 % a été appliquée et sera remboursée lors de l'acceptation finale des travaux, et que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.6, une acceptation provisoire des travaux de niveau 1. Il est proposé et résolu d'accepter les travaux de niveau 1 du projet de construction d'un prolongement de chemin Ovila réalisé par les propriétaires, d'autoriser les services des travaux publics à retourner la garantie pour les travaux de niveau 1 au montant de 88 939 $, dès la réception de la garantie pour les travaux de niveau 2 au montant de 30 835 $, et que cette remise soit effectuée sous réserve de l'émission par l'entrepreneur d'une déclaration statutaire à l'effet que la main-d'œuvre, les fournisseurs et sous-traitants ont été payés pour les montants versés à l'entrepreneur et que ce dernier garantisse la Ville contre toute réclamation. 9.7, c'est un programme d'aide à la voirie locale, c'est une reddition de compte. Alors, la Ville a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale et a complété le formulaire de reddition de compte. Alors, il est proposé et résolu d'approuver les dépenses des travaux exécutés sur la rue Duprat, sur le chemin du lac Gélina et sur le 8e rang, au montant de 44 872 $ relativement aux travaux d'amélioration réalisés aux frais inhérents admissibles conformément aux exigences du MTQ. 9.8, c'est pour le chemin Killarney. Alors, il est proposé et résolu d'accepter la requête déposée au mois de novembre par M. Christian Joly de G7 Développement Inc. pour effectuer les travaux de construction d'un nouveau chemin sur le prolongement du chemin Killarney pour le projet Domaine du lac des Marais, phase 7C, conformément au règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux. 9.9, c'est pour le chemin Valberg. Il est proposé et résolu de demander à Hydro-Québec de procéder à la mise en place et au raccordement d'un luminaire de rue de type DEL sur le chemin Valberg près de Saviré et de verser le montant facturé par Hydro-Québec pour l'installation et le raccordement de luminaires, de verser aussi à Hydro-Québec les coûts d'opération additionnels et que les frais d'installation et de raccordement des luminaires, de même que tous les autres frais réellement encourus par la Ville, soient facturés aux propriétaires du chemin, ainsi que les coûts d'opération et les frais d'électricité, jusqu'à ce que le chemin soit cédé officiellement à la Ville. 9.10 est une acceptation provisoire des travaux. Alors, il est proposé et résolu d'accepter les travaux supplémentaires et de procéder à l'acceptation provisoire des travaux de remplacement des médias de filtre et à la libération de la retenue contractuelle au montant de 41 265,15 à laquelle une retenue contractuelle résiduelle de 5 % a été appliquée et sera remboursée lors de l'acceptation finale des travaux et que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. Juste pour ajouter, Claudine, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé qu'il y avait une problématique au niveau de l'eau, elle avait de la couleur ou bien elle avait de l'air dedans. Vous savez, ça fait une eau grise avec de l'air. Il faut dire qu'en changeant les filtres, on a trouvé de prendre l'eau au lac Tremblant. On s'est bouclé par l'autre côté, si on veut. Habituellement, l'eau, quand elle vient de l'usine Saint-Roch, elle arrive par le nord. Puis là, par le lac Tremblant, elle est arrivée par le sud ou l'inverse. Fait que ça a fait une turbidité d'un tuyau qui a créé des petits problèmes. Puis aussi, je vous dis qu'on a eu quand même 3-4 bris cette semaine. Fait que de là, tous les petits problèmes qu'on a eu avec l'eau, mais c'est réglé maintenant. S'il y a de quoi, gênez-vous pas de contacter le département des travaux publics. Ils vont se faire un plaisir de vous donner réponse. Merci. Merci. 9.11, programme d'aide financière pour le lac Bobby. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser M. Stéphane Cloutier, chef de division génie, à déposer et à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis à la demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 du PAFMAN et visant les travaux correctifs réalisés pour le barrage du lac Bobby. 9.12. Alors, c'est une demande d'acquisition de l'ancienne emprise de la rue Verdon. Alors, les propriétaires de l'eau actuelle sur la rue Verdon désirent acquérir une partie de rue abandonnée qui appartient à la Ville, aux fins de rediviser ces lots et d'en créer de nouveaux. Alors, il est proposé et résolu de procéder à la fermeture et à la désaffection d'utilité publique de l'emprise de la rue Verdon,
de vendre tous les droits, titres et intérêts que la Ville peut détenir sans garantie légale au prix de 1 $, tous les frais relatifs à cette transaction étant assumés par les demandeurs, et finalement de retirer l'emprise de rue du domaine public de la Ville. Point 10, environnement, 10.1. Alors, c'est pour les véhicules à émission zéro. Station Mont-Tremblant a comme objectif de faire installer 10 bornes doubles de recharge pour véhicules électriques dans ses stationnements ouverts au public et aux employés. Une demande de financement relative à ce projet pourrait être déposée auprès de Ressources naturelles Canada dans le cadre de l'appel de proposition du programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro. Il est proposé et résolu d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable à signer et déposer pour et au nom de la Ville le projet borne de chargement de la Ville de Mont-Tremblant auprès de Ressources naturelles Canada. 10.2, c'est une demande d'intégration au service de collecte municipale. Il est proposé et résolu d'autoriser la collecte municipale des matières résiduelles pour le projet intégré situé sur la rue Franceschini, qui est la Villa on the Bluff, pour 10 unités d'occupation résidentielle. Ce sera une collecte par conteneur. 10.3, c'est un dépôt d'une demande d'attestation. Ici, on recycle plus. Alors ici, on recycle plus, c'est un programme reconnu à travers le Québec qui a comme objectif d'honorer les organisations proactives et engagées à améliorer leur performance en gestion de matières résiduelles. En 2014, la Ville de Mont-Tremblant a obtenu l'attestation niveau performance de ce programme et il serait opportun de renouveler l'attestation qui est échue depuis 2017. Il est proposé et résolu d'autoriser le maire et la directrice générale à signer la lettre d'engagement et d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable à signer pour et au nom de la Ville tout autre document requis aux fins de renouvellement de l'attestation. Ici, on recycle plus. 10.4, c'est une nomination de fonctionnaire pour l'application de la réglementation. Il est proposé de nommer le personnel cadre du service de l'urbanisme et du service de l'environnement et du développement durable, ainsi que les titulaires de la fonction d'inspecteur, notamment les inspecteurs des bâtiments, les inspecteurs en environnement, à titre de fonctionnaires désignés pour l'administration et l'application des règlements d'urbanisme, et d'autoriser spécifiquement ces personnes à émettre et délivrer des constats d'infraction à ces fins. 10.5, c'est une nomination. L'organisme de bassin versant des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon est reconnu par le gouvernement provincial comme responsable de mettre en œuvre la gestion intégrée et concertée de l'eau sur le territoire de la Ville et qu'il offre un siège d'administrateur à la Ville sur son conseil d'administration. Alors, il est proposé et résolu d'y nommer M. François Marcoux à titre de représentant de la Ville, et ce du 14 décembre 2020 au 14 décembre 2022. 11, culture et loisirs. 11.1, c'est un contrat. Alors, le service des ressources humaines a procédé à un appel d'offres sur invitation pour le soutien technique à la programmation de première scène, aux locations de la salle et à l'entretien ménager de l'église du village, dont les résultats sont les suivants. Émotion Événements Son et Lumière Inc., au montant de 66 490. Soumissionnaire Solotech Inc. était non conforme et Vincent Bell était non conforme aussi. Alors, il est proposé et résolu d'octroyer à Émotion Événements Son et Lumière Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat au montant de 66 490 pour l'année 2021 et renouvelable à la discrétion de la Ville pour une année additionnelle d'1 an et réparti comme suit. Alors, pour l'année 2021, c'est une dépense de 32 400 et pour l'année 2021, c'est une dépense de 32 400 et de 34 090. 11.2, c'est un renouvellement de contrat. Le service de culture et des loisirs a procédé en 2019 à un appel d'offres public pour la planification, l'organisation, la coordination et l'animation du programme de 15 jours avec option de renouvellement pour la saison estivale 2021. Alors, il est proposé et résolu de renouveler le contrat de gestion Vincent et Limoges Inc. au montant de 416 000 $ pour l'élaboration de la planification et la gestion de son camp de jour.
11.3, autorisation de signature. Afin d'aménager, entretenir et exploiter les sentiers pour la pratique du ski de fond, de la raquette, de la marche hivernale et du vélo à pneus surdimensionnés sur le parc linéaire Le Petit Train du Nord, la Ville doit signer un bail avec la MRC des Laurentides. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature du bail à intervenir avec la MRC pour la location d'une bande de terrain du parc linéaire au montant de 1 $ par période de location. Point 12, police, nous n'avons aucun sujet, non plus pour incendie. 14, développement économique. 14.1, c'est une entente pour la centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches. Madame la greffière, veuillez Oui. prendre retrait. Merci. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature par le directeur stratégique du développement durable du territoire à signer pour et au nom de la Ville une entente avec COCA ayant pour objet le versement d'une aide financière de 200 000 $ payable par l'excédent de fonctionnement non affecté selon les modalités et conditions prévues à l'entente à intervenir et telles que substantiellement présentées. Madame la greffière, je voudrais dire un mot. C'est une excellente nouvelle qui s'installe dans notre région, particulièrement à Mont-Tremblant. Cet OBNL-là est appelé à grandir. Ça fait partie aussi de notre développement, si on veut, vous l'avez entendu. On parle de 10 employés à 40 employés avec des très bons salaires et des avantages. Je pense que c'est ça le but au niveau du développement autonomique. Notre stratégie, c'est d'aller chercher des bons salaires et des choses qu'on n'a pas sur notre territoire. Fait qu'on est content de participer. Puis comme je vous dis, c'est un OBNL. Fait que, on est très content. Puis je pense que le conseil aussi est content. Merci. Merci. 14.2, convention de location de terrain à des fins d'aires de stationnement public. Alors, cet été, la Ville a loué 2 terrains vacants au centre-ville aux fins de stationnement public, ce qui a contribué de manière significative à améliorer l'accès et la circulation au centre-ville. Il est proposé et résolu d'autoriser le directeur stratégique du développement durable du territoire à conclure et signer les conventions de location avec les propriétaires des lots visés et d'autoriser l'utilisation des lots concernés à des fins d'aires de stationnement pour le public dans le secteur centre-ville pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 et à payer les coûts de location au montant de 13 305,96 $. Bien, encore une fois, Mme la greffière, je pense être apprécié par les citoyens et les commerçants d'avoir un peu plus de place au niveau des stationnements. Puis on a répété l'expérience. Déjà là, on les avait fermés après la saison estivale. On voyait une problématique. Fait qu'on a rencontré les gens, puis là, on les a réservés pour 1 an. Fait pour cet hiver, il y a de la place, puis c'est apprécié. Puis c'est une bonne chose. On est en train de regarder ce qu'on va faire dans l'avenir pour avoir plus de place au niveau de stationner. Merci. Merci. 14.3. Suite à l'adoption en 2013 d'un programme particulier d'urbanisme, la Ville a fait l'acquisition de plusieurs immeubles situés dans le secteur du village. Et consciente de la pénurie de main-d'œuvre et la problématique en matière d'hébergement pour les travailleurs temporaires et saisonniers, la Ville souhaite à nouveau venir en aide aux entreprises de son territoire en leur permettant d'offrir à leurs travailleurs des unités d'hébergement situées dans le secteur du village pour la saison hivernale 2020-2021. Finalement, considérant les discussions intervenues avec M. Alain Paradis, il est proposé et résolu d'autoriser le directeur stratégique du développement durable à signer pour et au nom de la Ville avec M. Paradis un contrat de service pour la gestion de location commerciale et d'entretien des immeubles de la Ville situés dans le secteur du village et une convention de location pour le 113 rue Benoît pour la durée requise pour la réalisation de son mandat et d'autoriser ce même directeur à signer pour et au nom de la Ville les contrats de location commerciale avec les entreprises pour l'un ou l'autre des immeubles sous gestion et d'en négocier au préalable les termes et modalités. Point 15, rapport, nous n'en avons aucun. Nous n'avons aucune correspondance. Affaires nouvelles. Période d'intervention des membres du Conseil. Alors, j'ai M. Danny Stewart. Oui, merci. J'aimerais faire une petite intervention.
Au dernier conseil, j'avais fait un appel à tous concernant une campagne d'achat locale auquel la Ville et la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant avaient investi 50 000 chacun et auquel la Caisse de Desjardins avait investi également 10 000. Eh bien, cette campagne a connu un énorme succès. En 4 jours seulement, les 4 400 bons d'achat ont trouvé preneur. Donc, c'est 220 000 dollars qui sont réinjectés dans l'économie locale. Donc, c'est un gros wow. Et puis, surtout en ces temps-ci de pandémie en zone rouge. Donc, je pense que ça va être vraiment très bien apprécié de toutes parts. Alors, merci à tout le monde qui ont contribué à ce grand succès. Merci. Merci. Madame Matt, je crois que vous désirez faire une intervention. Oui, moi, j'aimerais parler que la saison de première scène 2021 a été dévoilée la semaine dernière. Vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, entre autres. Bien que les spectacles soient suspendus en zone rouge, nous espérons un retour en zone orange après les fêtes. C'est pourquoi la vente de billets se poursuit sur le site de la Ville à ville-de-mont-tremblant.qc.ca/première scène. On va débuter avec le groupe Bleu Jeans Bleu qui va ouvrir la 9e saison en force en février. Ça va être suivi de Marjo, Louis-Jean Cormier, vous allez avoir Marie-Pierre Arthur, Jean-François Mercier et une foule d'autres artistes sont également au menu. Soyez assurés que les spectacles de première scène respecteront les mesures et merci d'encourager la culture, surtout en cette période particulière. J'aimerais aussi vous parler de Mme Catherine Fauteux. En fait, tous les membres du conseil municipal tiennent à féliciter la photographe et cinéaste tremblantoise Catherine Fauteux, qui a reçu jeudi dernier le prix du CALQ, artiste de l'année dans les Laurentides, par le Conseil des arts et des lettres du Québec, assorti d'une bourse de 10 000 $. Nous avons la chance d'accueillir tout l'hiver à l'espace public son exposition « Cultiver le vivant » rendue possible grâce à l'acquisition des toutes nouvelles structures d'exposition en plein air. C'est à voir. Et félicitations, Catherine. Merci. Monsieur Pascal de Bellefeuille. Oui, un petit retour sur le marché des fêtes. Bon, malgré toute la complexe situation de la pandémie et les restrictions dans le fonctionnement cette année, ce fut une très grande réussite. Vous savez qu'on promouvoit énormément l'achat local, la proximité des produits qu'on consomme. Eh bien, on avait une belle occasion, à l'occasion du marché des fêtes, de réaliser un rapprochement avec nos producteurs et nos artisans locaux. Donc, ça a été une très belle réussite. Merci de votre patience, tout le monde, et d'avoir respecté les règles de fonctionnement. Et merci à notre équipe de culture et loisirs. Et j'en profiterai, Mme Fréchette, aussi pour remercier nos membres du comité de quartier en cette période de pandémie. Ils ont été très impliqués dans le Guignolé secteur village. Donc, Guylaine, Sylvia et Andréane, merci beaucoup de votre don de temps et de partage là, au groupe du comité de quartier du secteur village. Donc, ça avait lieu aussi, là, les tartes avec, pas les tartes, mais les pâtés du chef à la rescousse. Donc, on sent vraiment un engouement régional pour aider les gens. Donc, merci à tout le monde là, de votre implication. François en parlait avec Centraide. Donc, c'est important d'être présent dans le milieu auprès de nos gens. Merci. Merci. Monsieur François Marcoux? Oui, pour ma part, du côté des sentiers de ski de fond, de raquettes et de fat bike, on attend tous la neige, mais ça va venir. On sait que nos opérateurs en damage sont prêts pour l'entretien afin de permettre l'ouverture des sentiers dès que le couvert neigeux va le permettre. J'aimerais enfin rappeler qu'avec la carte Vive Mont-Tremblant, toutes ces activités-là sont gratuites et que les départs au domaine Saint-Bernard là, sont offerts comme dans les années passées. Je me permets aujourd'hui, même avec la zone rouge, on va pouvoir continuer de pratiquer ces activités-là en toute sécurité. Merci. Merci. Alors, nous allons passer à la deuxième période de questions. Nous avons reçu des questions et des commentaires. À noter que la version intégrale des questions et commentaires est disponible sur le site Internet. Dans certains cas, nous avons fait un résumé. Alors, nous avons reçu une question de Mme Chantal Labbé. Ah, votre micro. Bon, merci. Bonjour. J'aimerais savoir si la ville de Mont-Tremblant a acheté l'immeuble La Porte Rouge, hôtel au vieux village de Tremblant. Si oui,
ça a coûté combien? Si oui, pourquoi et en quoi cela va servir aux citoyens? Si oui, vous prévoyez faire quoi avec les meubles et le terrain? Si oui, finalement, depuis quand une municipalité est une entreprise immobilière? Merci. Alors, je vais lire la réponse. Alors, lors de la séance du 11 octobre 2016, la Ville a adopté la résolution CM16-10-349, à la suite de laquelle la Ville est devenue propriétaire de plusieurs bâtiments, dont celui de l'auberge La Porte-Rouge. Le plan d'urbanisme de la Ville, qui peut être consulté sur le site de la Ville, sur le site Internet, oui, bien sûr, comprend le programme particulier d'urbanisme, donc le PPU, du secteur du village qui expose les orientations de développement de la ville pour celui-ci. La loi sur l'aménagement de l'urbanisme accorde des pouvoirs particuliers aux villes en matière immobilière dans le contexte de l'adoption d'un PPU. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la description qu'en a fait le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation sur son site Internet. Et je peux également mentionner qu'en date d'aujourd'hui, le conseil et de l'enregistrement le 14 décembre, il y a déjà des informations complémentaires qui vous ont été envoyées, Madame Labbé. Donc, merci. Claudine, je pense que ton micro est fermé. Oh. Bon, ben, je vais te dire, là, question numéro 2 de Mme Lynn Gravel. Merci. La question numéro 2 porte sur le projet Lago, sur le lac Tremblant. La question est la suivante. Quelles vérifications ont été apportées lors de la réception des plans et ou de la demande de permis afin de s'assurer de la conformité du projet quant à la hauteur? Qui a effectué ces vérifications? Est-ce que des questions ont été posées quant à la hauteur du projet? Est-ce qu'une surveillance de la construction actuelle du projet sur le chantier est faite par la municipalité? Le cas échéant, à quelle fréquence? Est-ce qu'une inspection sera faite du projet Lago une fois que celui-ci sera construit? Je vous remercie à l'avance pour l'attention que vous porterez à ma demande. Et la réponse va comme suit. Alors, c'est simple, c'est tous les projets soumis à la Ville sont vérifiés en fonction de la réglementation applicable. La hauteur maximale autorisée a été vérifiée par le service de l'urbanisme et elle était conforme à l'émission du permis. Pendant la construction, certaines inspections sont réalisées et une dernière l'est à la toute fin des travaux. Merci. Merci. Nous avons reçu une question aussi de Mme Christa Lethan. La question porte sur le même projet. La dérogation mineure et le permis de construction octroyé par la Ville identifient le projet Lago comme la reconstruction d'un complexe hôtelier sous forme de projet intégré et projet intégré commercial. Or, le projet Lago n'est-il pas plutôt un complexe résidentiel de type condominium? Pourquoi avez-vous accepté d'émettre le permis? Est-ce que des vérifications ont été faites quant à la qualification du projet? Alors, la réponse est selon notre réglementation, le projet Lago est techniquement un complexe hôtelier. Étant conforme à notre réglementation, notre service de l'urbanisme a délivré le permis. Pour votre information, la définition de complexe hôtelier du règlement de zonage est la suivante. C'est un ensemble immobilier comprenant un ou plusieurs établissements ou bâtiments destinés à l'hébergement pouvant être associés à une ou des résidences de tourisme, lesquelles doivent bénéficier d'un certain nombre de services communs, d'accueil et de gestion sous l'égide de l'établissement hôtelier. Nous avons reçu aussi une question de M. Michel Savard. Oui, la question porte sur les résultats de l'enquête faite à l'automne 2019 sur le désir des citoyens relié au type de commerce voulu pour la rue de Saint-Jovite. Monsieur Maxime Doré, à la séance de septembre 2020, directeur des communications, avait dit que les résultats de cette enquête-là seraient communiqués au plus tard durant l'automne. À la même séance, M. Levac, directeur du développement économique, a expliqué qu'il complétait son plan d'action pour assurer la survie de notre rue principale et des commerçants qui s'y trouvent. Pourquoi est-ce que ces résultats ne sont toujours pas publics pour consultation et quand et où pouvons-nous espérer avoir la chance de consulter le plan d'action de M. Levac? Merci bien.
La réponse est la suivante. Alors, en raison de la pandémie, le travail de mise en forme et de mise en ligne de ce document a été retardé. Les citoyens qui désirent obtenir une version préliminaire non révisée du document peuvent en faire la demande par courriel à dem@ville-de-mont-tremblant.qc.ca. Merci. Et la dernière question nous provient de Mme Sylvie Lajeunesse. Oui, merci. Cette question porte sur le golf label et fait référence à la loi sur le patrimoine versus le travail que la Ville peut faire afin d'inclure le golf dans le patrimoine culturel de la Ville pour sauver cet espace vert. Elle demande s'il y a eu un vote et une résolution des membres du Conseil afin de savoir qui était en faveur ou non de se prévaloir de ce droit accordé aux municipalités. Elle aimerait également savoir comment la Ville a fait pour estimer le coût d'acquisition et de mise aux normes à 12 millions et comment elle peut obtenir une copie des projets triennaux d'immobilisation à venir. Alors, la réponse, Sylvie, est la suivante. Lorsqu'ils le jugent nécessaire, les élus se réunissent afin de prendre connaissance et discuter d'un dossier particulier. Et ce fut le cas ici, toutefois sans la présence du conseiller Pascal de Bellefeuille. À ce moment, les élus ont unanimement rejeté l'option de demander la protection par l'entremise de la loi sur le patrimoine culturel. L'estimation de 12 millions constitue, comme vous le soulignez, une estimation réalisée en fonction des informations à la disposition de la Ville. Elle inclut la mise à niveau du terrain et du bâtiment. Cette estimation permet d'établir un ordre de grandeur des investissements requis. Le programme triennal d'immobilisation, donc le PTI, adopté chaque année comprend les investissements des 3 années qui suivent son adoption. Le PTI 2020-2022 peut être consulté à ville-de-mont-tremblant.qc.ca/budget. Le PTI 2021-2023 est adopté lors de la séance du Conseil du 14 décembre 2020, donc aujourd'hui, et sera par la suite rendu disponible à ville-de-mont-tremblant.qc.ca/budget. Merci. Merci. Alors, ceci complète la deuxième période de questions. Nous allons procéder à la levée de la séance. Alors, il est proposé et résolu que la séance... Claudine, oui. me laisser un petit 30 secondes. Bien sûr. Je vais dire à mes citoyens, pour le monde qu'on connaît, puis partout, bien, vous savez, même si on est en zone rouge, il faut profiter quand même du temps des fêtes. Ça ne sera pas facile. En espérant que l'année 2021 va être plus favorable puis avec moins d'incertitudes. Mais j'en profite pour vous souhaiter quand même un joyeux temps des fêtes. Profitez-en, vous pouvez parler par Zoom. Respectez les consignes, c'est de même qu'on va venir à bout de passer à travers. Fait que, sans plus tarder, je vous souhaite en mon nom et au nom du Conseil un très beau temps des fêtes. Merci. Merci. Alors, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir.